Imaginez une personne intelligente, une personne curieuse, une personne qui veut faire le bien, une personne qui croit entrer dans un mouvement pour la justice sociale, pour aider les plus pauvres, pour changer le monde. Et pourtant, quelques années plus tard, cette même personne ne choisit presque plus rien. Même pas ses vêtements, ni son rythme de vie, même pas ses relations, et pas même, dans certains cas, le moment de se marier ou d'avoir des enfants. On commence à aller loin, hein? C'est ça le piège. Le totalitarisme n'arrive pas toujours avec des bottes militaires, des drapeaux et des chars dans les rues. Parfois, il arrive avec de beaux mots, hein, la justice, la liberté, la vérité, le salut, la paix, la protection même. Et tranquillement, presque sans s'en rendre compte, il isole les gens. Il les fatigue, il leur fait peur, hein, il les coupe de leur jugement. Et à la fin, des personnes ordinaires peuvent se retrouver prisonnières d'un système qu'elles croyaient servir librement. Aujourd'hui, on parle du fonctionnement du totalitarisme. Pas seulement dans les grands régimes politiques, hein, mais aussi dans les sectes, les mouvements fermés, les organisations extrémistes et tous les systèmes qui veulent contrôler l'être humain de l'intérieur. Alexandra Stein sait de quoi elle parle, elle. Elle n'a pas étudié ce sujet de l'extérieur seulement. Elle l'a vécu. Elle a fait partie d'un groupe secret à Minneapolis, appelé l'Organisation ou simplement de O. Officiellement, ce groupe prétendait défendre la justice sociale. Dans les faits, il contrôlait la vie de tous ses membres, jusque dans les détails les plus intimes. Alexandra Stein avait 26 ans lorsqu'elle y est entrée. Elle était indépendante, intelligente. Elle venait d'une famille où les valeurs de justice sociale étaient très importantes. Elle croyait donc participer à quelque chose de noble, mais très vite, la réalité devient étrange, hein, tout d'un coup. Au lieu de participer à une grande stratégie de transformation sociale, elle se retrouve à travailler comme machiniste en usine. Ensuite, dans une boulangerie, puis dans la programmation de logiciels de gestion. Et plus le temps passe, plus une question devient impossible à éviter pour elle. Comment tout ça a pu vraiment aider les pauvres et les opprimés? C'est ce qu'elle se demande. Mais dans ce type de système, poser une vraie question devient déjà un gros problème. Quand elle exprimait ses doutes, on lui répondait simplement de lutter contre cette pratique. Tu parles d'une réponse. Autrement dit, ne pense pas trop, hein? Travaille, obéis, transforme-toi et continue, mais surtout, tais-toi et ne réfléchis pas. C'est là qu'on commence à voir la mécanique de tout ça. Les membres étaient épuisés par des journées doubles. Ils subissaient des critiques, même des autocritiques constantes. La joie, la spontanéité, l'humour, tout ce qui rend un être humain vivant était regardé avec méfiance. Hein? Avec le temps, ils n'avaient plus l'énergie de réfléchir. Et c'est exactement ce que recherchent les systèmes de contrôle. Un esprit bien fatigué résiste beaucoup moins. Un esprit isolé doute de lui-même. Il a peur, il cherche un refuge, même si ce refuge est justement la source de sa peur. Madame Stein finit par quitter le groupe en 1991, avec 2 autres membres complètement désabusés. À 3, ils ont formé ce qu'elles appellent un îlot de résistance. Et cette expression est très importante parce que souvent, il suffit d'une seule personne qui ose dire « Attends une minute, là, il y a quelque chose qui ne va pas là. » Juste une personne pour briser le mur. C'est exactement ce qu'ont montré les expériences de Solomon Asch sur le conformisme. Quand tout un groupe affirme quelque chose de faux, beaucoup de gens finissent par se taire et par suivre.
Mais dès qu'une seule personne ose contester, l'effet de groupe s'effondre presque complètement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solitude est une arme et que la présence d'un allié peut devenir une sortie de secours. Après sa sortie, Alexandra Stein a étudié les sectes, le lavage de cerveau, la pensée totalitaire et l'attachement traumatique. Elle a lu Robert J. Lifton, Margaret Singer, John Loughlin, Hannah Arendt. Tous arrivent à une idée centrale. Pour contrôler quelqu'un, il faut d'abord l'isoler de ses anciens liens, sa famille, ses amis, ses repères, les valeurs personnelles, même du dialogue intérieur. Ensuite, on déstabilise son identité. Ouais, et finalement, on reconstruit une nouvelle identité soumise au groupe, au leader et à l'idéologie. Ce contrôle ne fonctionne pas seulement par la violence, il fonctionne par l'alternance. Un petit peu de peur, un petit peu d'approbation ici, une menace là-bas, une petite récompense là, une petite humiliation là-bas aussi, une marque d'affection pour se faire pardonner, et la personne devient complètement confuse. Elle ne sait plus si le groupe la détruit ou la sauve. C'est là qu'entre en jeu la théorie de l'attachement. Normalement, quand un être humain a peur, il cherche une personne rassurante autour de lui, quelqu'un qui le protège. Mais dans une relation comme ça de contrôle, la personne censée protéger est aussi celle qui fait peur. Alors, le cerveau se retrouve coincé. Il veut fuir, mais il veut aussi se rapprocher en même temps. Il cherche du réconfort auprès de la source même de la menace. C'est ce qu'on appelle un attachement désorganisé. Et ce mécanisme explique beaucoup de choses. Il explique pourquoi des victimes restent avec le bourreau, pourquoi des membres défendent encore leur groupe, malgré toutes ces choses-là, pourquoi des gens intelligents semblent incapables de voir l'évidence même. Ce n'est pas parce qu'ils sont stupides, c'est parce que leur système de survie a été manipulé. Le totalitarisme ne détruit pas seulement la liberté extérieure, il attaque la capacité de penser clairement. Madame Arendt, Hannah Arendt, l'avait compris en étudiant les régimes d'Hitler et de Staline. Elle disait que ces systèmes détruisent à la fois la vie publique et la vie privée. Ils s'appuient sur la solitude, sur ce sentiment terrible de ne plus appartenir au monde. Et même si le groupe d'Alexandra Stein ne comptait qu'environ 200 membres à son sommet, elle y a reconnu une forme de totalitarisme miniature. Je connais des groupes pas mal plus petits que ça, moi. Puis il y a du totalitarisme dedans. Un leader au centre, une idéologie fermée, des membres isolés, pas le droit de parler à l'autre, pas le droit de parler là, une hiérarchie opaque et une vérité contrôlée par le sommet. Hey, c'est une autre caractéristique essentielle, ça. Le leader charismatique, tu vois, et autoritaire. Il doit avoir assez de charme pour attirer. Tous les leaders ne veulent pas la même chose. Certains veulent de l'argent, d'autres du pouvoir sexuel, et d'autres encore une armée de travailleurs gratuits, et même d'autres une influence politique. Mais au fond, ce qu'ils recherchent tous, c'est le contrôle absolu. Le contrôle des comportements d'autrui, le contrôle des relations et le contrôle du temps et même de la pensée. Autour des leaders, il y a souvent une structure en cercle, un cercle intime, là, des lieutenants, des membres plus anciens, des exécutants, des sympathisants. Et plus on se rapproche du centre, plus le secret devient lourd. Dans le mouvement de Fred Newman, étudié par Alexandra Stein, on retrouve cette même mécanique. Des gens étaient recrutés par la thérapie. Ils devaient payer pour cette thérapie-là. Puis, peu à peu, ils abandonnaient leur emploi. Ils travaillaient pour le groupe. Ils assistaient à des réunions tard le soir. Ils réduisaient leurs liens avec le monde extérieur. Et on leur assignait même une sorte d'amis chargés de les surveiller, de les reprendre et de les critiquer pour
bien les aligner. Hein? C'est important de comprendre ça. Dans ces groupes, tout le monde semble proche. Mais la vraie amitié est bien dangereuse parce qu'une vraie amitié permet de parler franchement, de douter, de se confier, de comparer les perceptions. Alors, le système fabrique une fausse proximité. Tout le monde est ensemble, mais personne n'est vraiment libre. Hein? On marche toutes les fesses serrées. Les membres sont isolés du monde extérieur, isolés les uns des autres, et pire encore, isolés de leur propre voix intérieure. Puis vient l'idéologie totale. Une idéologie qui explique tout, qui justifie tout et qui ne peut jamais être remise en question. Si la réalité contredit l'idéologie, ce n'est jamais l'idéologie qui a tort. Ben non, c'est vous qui n'avez pas compris. Voyons donc, c'est vous qui devez évoluer et c'est encore vous qui êtes faible. Et c'est vous là qu'il faut que l'on rééduque. Et au bout d'un moment, ce qui paraissait absurde devient normal parce que tout le monde le fait autour de nous. Madame Steen donne l'exemple de Yeonmi Park, qui a fui la Corée du Nord. Elle raconte qu'en Corée du Nord, les gens peuvent voir des enfants affamés dans la rue tout en entendant sans arrêt que les enfants sont rois. Assez contradictoire, hein? Deux réalités parallèles. Une réalité vécue et une réalité imposée par la propagande. C'est exactement ce que font les systèmes totalitaires. Ils remplacent le réel par un monde fabriqué. Tout le monde est heureux. Ben voilà. Et quand ce monde fabriqué devient plus important que ce que vos yeux voient, le contrôle est presque complet. Mais pour maintenir ce contrôle, il faut de la peur. La peur d'être rejeté, la peur de trahir la cause, la peur d'être puni et de perdre le seul groupe qui semble vous prendre. Et la peur de l'apocalypse, parfois, et de l'ennemi, même du monde extérieur. Dans le mouvement Newman, certains membres vivaient dans une peur constante. La fatigue, le manque de sommeil, critique, isolement, pression financière, dépendance émotionnelle. Une ancienne membre comparait son état à celui d'un éléphant attaché à une chaîne. Au début, il essaye de se libérer. Puis, à force d'échouer, il finit par croire qu'il ne peut plus. Même quand la chaîne devient une simple corde. C'est ça, l'impuissance apprise. Et c'est une arme les plus puissantes de contrôle mental. Le membre ne reste pas parce que tout va bien. Il reste parce qu'il ne voit plus comment faire pour partir. Et quand il a peur, le groupe se présente comme le seul refuge. C'est le piège parfait. Le groupe, lui, crée la peur, puis il vend la sécurité. On parle-tu du gouvernement du Québec, là? Le leader devient le problème et la solution. Le poison et l'antidote. À ce stade, les gens peuvent faire des choses qu'ils n'auraient jamais imaginé être capables de faire. Travailler gratuitement, couper les liens avec leur famille, négliger leurs enfants, donner leur argent, détruire leur santé. On parle vraiment du gouvernement pour moi. Défendre leur propre prison. Pas d'allure. Certaines personnes deviennent même prêtes à donner leur vie là, pour leur leader. Ce n'est pas parce qu'elles sont mauvaises, c'est parce que le système a brisé tous leurs points de repère. C'est pour ça qu'il faut connaître les mécanismes, parce que personne n'est complètement à l'abri de ça. Les expériences de Stanley Milgram l'ont montré. Des gens ordinaires peuvent obéir à une autorité, même quand ce qu'on leur demande heurte leur conscience. Les expériences d'Ash l'ont montré aussi. Des gens ordinaires peuvent nier ce qu'ils voient de leurs propres yeux, simplement parce que le groupe affirme le contraire. Alors la vraie protection, ce n'est pas de se croire plus fort que les autres, c'est de comprendre comment la manipulation fonctionne, savoir reconnaître les signes. Quand un groupe vous coupe de vos proches, quand il vous fatigue volontairement, quand il contrôle l'information, quand il interdit les questions, quand il transforme le doute en fausse morale,
quand il place un leader au-dessus là, de toute critique. Aussi, quand il vous fait croire que le monde extérieur est dangereux, impur ou perdu, coudon, on parle-tu de Mario Dumont, du gouvernement du Québec? Ciboule, je vais me mettre à réfléchir à tout ça, moi, là. Je parle de totalitarisme. Là, il faut s'arrêter un peu, parce que ce ne sont pas des détails, ça, là. Ce sont des signaux d'alarme. Heureusement qu'il existe des portes de sortie. Souvent, ça commence par une personne de confiance. Quelqu'un qui ne juge pas. Quelqu'un qui aide à remettre les faits en place, là, réveil, là, t'es endormi, je pense. Quelqu'un qui permet de reprendre le contact avec la réalité. Allô? Parfois, c'est une distance temporaire qui change tout. T'éloignes de ce groupe-là et tout revient en ordre. Un petit séjour à l'hôpital, une petite prison, là, un voyage, un éloignement, n'importe quoi. Un moment où l'influence du groupe baisse enfin assez pour que la pensée revienne. Parfois, c'est un contre-exemple, un ennemi supposé qui se montre humain. Ah, une prédiction qui ne se réalise pas. Ben oui, le chef s'est trompé. Une demande du groupe qui va beaucoup trop loin. Un choc, qui réveille quelque chose. Mais une chose est sûre, on ne combat pas ces systèmes seulement avec de la colère, ça c'est sûr. On les combat avec de la connaissance. Le savoir, c'est le pouvoir. Avec des liens humains solides, avec du recul. Le droit de poser des questions, par exemple. La capacité de dire non. Et surtout, avec la compréhension que le totalitarisme ne commence pas toujours dehors. Commence souvent dans la tête, Quand on vous apprend à douter de vous-même plus que du système. Quand on vous fait croire que votre intuition est une faiblesse. Quand on vous enlève votre voix intérieure, alors oui, il faut parler de ces mécanismes. Ce sont des études qui ont été faites parce qu'ils existent dans les sectes, dans certains groupes politiques, dans des organisations religieuses extrêmes, dans des petits groupes Facebook, des petits rendez-vous ou des membres là, qui t'empêchent d'aller butiner un peu pour aller voir d'autres choses, dans des relations de contrôle, parfois même dans des systèmes sociaux beaucoup plus larges. La phrase de Solomon H. résume tout. Plus l'être humain ignore les forces qui agissent sur son environnement social, plus il est soumis à leur emprise. Mais plus il comprend leur fonctionnement, plus il peut s'en libérer. C'est exactement pour ça que ces sujets doivent être abordés. Pas pour faire peur, mais pour apprendre à reconnaître la peur quand elle est utilisée comme un outil de contrôle. Merci d'avoir été là. Saviez-vous maintenant que vous pouvez applaudir les vidéos que vous aimez? Vous avez 7 jours pour le faire à partir de la date de sortie. Je tiens tout particulièrement à remercier ceux et celles qui soutiennent ma chaîne. On se revoit très bientôt pour une nouvelle analyse.